franchement, vous aviez une vie formidable. Vous cartonniez sur CNews, Figaro, les livres, voilà, des chroniques partout. Et puis, vous avez décidé de vous lancer dans la politique. Donc, je suis sûr que vous gagnez beaucoup moins d'argent maintenant qu'avant. Ça, c'est sûr. Si vous voulez me dire que j'ai fait des sacrifices, c'est sûr. Mais bon... Vous êtes heureux comme ça? Vous avez fait le bon choix? Je pense que oui. Je vais vous dire, si vous voulez... vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous, oui, pas Jean-Marie Bigard, vous inquiétez pas. Oui, allez-y. Non, mais pas une histoire drôle, j'ai pas ce talent, moi. Alors, allez-y. Non, je vais vous dire... Parce que, en fait, la question que vous posez, c'est pourquoi vous y êtes allé? C'est ça, non, parce que... Je comprends. On se dit, franchement... vous réussissez, vous cartonnez, vous donniez des... En plus, vous étiez un petit peu... Voilà, vous pouviez donner des leçons, dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et à un moment, on y va, on se lance dans la bataille. C'est incontestable que j'ai fait des sacrifices, je vous répète. Mais je vais vous expliquer par une histoire. Quelques mois avant cette décision, je lis une biographie d'un grand historien, un journaliste, que j'admirais beaucoup. Vous savez, quand on admire, on s'identifie un peu, qui avait vécu... dans les années d'entre-deux-guerres, il y a un siècle à peu près, et qui s'appelait Jacques Bainville. Et j'ai découvert, à l'occasion de cette lecture, que cet homme, à la fin de sa vie, juste avant sa mort, avait dit à son fils qu'il regrettait, en fait, de ne jamais avoir osé franchir le Rubicon, avoir osé rentrer en politique active, s'être engagé, être resté un observateur, un journaliste, un historien, et qui vendait énormément de livres, qui avait beaucoup de succès, qui était renommé, qui était influent, qui avait une influence même sur les hommes politiques de l'époque, etc. Et je vous avoue que ça m'a fait réfléchir. Vous êtes dit, je ne vais pas faire la même erreur. Exactement. Ça, donc, vous êtes dit, moi, je sais pas ce que vous écrivez des livres. Parce que si vous voulez, il y a des limites à l'influence même. Vous avez raison, je vendais beaucoup de livres, j'avais des très bonnes audiences. Plus d'1 million. Absolument, j'avais une influence. Mais il y a une limite. Si vous voulez, on s'engage dans... Comment vous dire? On est dans le rôle de Cassandre. Vous savez, Cassandre, elle annonce le malheur aux Grecs et les Grecs ne l'écoutent jamais. Et bien, c'est exactement ce qui m'arrivait. Et donc, je me suis dit, puisque personne ne m'écoute, je veux dire, dans la classe politique, puisque personne ne voit la catastrophe qui arrive et n'ose engager ce combat pour éviter la mort de la France, eh ben moi, il faut que j'y aille. On va en reparler dans un instant, on va vous mettre face à l'actu, parce qu'il se passe énormément de choses, bien entendu, actuellement. Mais pour l'instant, on va parler du livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Votre nouveau livre, le titre est clair. Je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est parce que vous allez participer à Qui veut gagner des millions ou vous allez continuer vous représenter? Non, évidemment, je continue le combat politique. En fait, vous savez, j'ai découvert après avoir écrit ce livre, parce que les gens croient toujours qu'on sait d'avance ce qu'on pense quand on écrit un livre. En fait, c'est l'inverse. On comprend ce qu'on pense quand on a écrit. On l'a écrit. Et là, j'ai compris quelque chose. En fait, j'avais toujours fait la même chose. C'est-à-dire que je mène toujours le même combat depuis, on peut dire, 20 ans, 30 ans, mais avec des armes différentes. Alors, au début, c'était le journalisme politique classique, écrit. Après, ça a été le journaliste radio, télé, les livres. Et aujourd'hui, je rajoute à cela un parti politique. Mais je pense que c'est toujours le même combat. Je pense que, vous savez, les journalistes m'ont beaucoup bassiné avec « il n'a pas fait sa mue, il n'a pas fait sa mue ». Je vais vous dire la vérité, je crois que c'était grotesque. Il n'y a pas de mue à faire. On mène un combat, on fait de la politique. Il y a beaucoup de gens qui font de la politique sans l'avouer. Le problème qu'on a avec les journalistes, s'il y en a un qui dit quelque chose, les autres suivent derrière. Ça, c'est le côté moutonnier. Vous savez, Régis Debray disait « Qu'est-ce qu'un journaliste? C'est quelqu'un qui lit les autres journalistes. » Après, il y en a qui sont bien, mais c'est vrai que la plupart, ils prennent, vous avez vu que dans mon livre, exactement. Je fais une analyse globale et complète, je crois, des médias. Justement, on va en parler dans un instant. 2027, vous serez candidat? On verra. Mais je n'exclus pas d'être candidat. Si vous continuez votre parti politique. Si je continue, on verra. Il y a d'autres échéances avant. Bien sûr. Vous a fait mal la défaite ou pas? Parce que quand vous êtes monté à 18%, moi je me rappelle d'ici, j'avais Jordan Bardella qui était là. Et je lui ai dit, vous étiez à 18% dans les sondages, je lui ai dit, vous n'avez pas l'impression qu'Éric Zemmour va manger Marine Le Pen? À ce moment-là, est-ce que vous n'êtes pas dit, à 18%, je vais être au deuxième tour, je vais être face à Emmanuel Macron? Ah, c'est sûr. Je me le suis dit même 2 fois, vous savez. J'ai été dans les sondages au second tour en octobre et j'ai été de nouveau en février. Oui, c'est sûr que je vais vous faire une confidence. Je préparais mon débat avec Emmanuel Macron, dans ma tête. Est-ce que vous avez des regrets? Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'à un moment, moi, tous les soirs,
je faisais un sujet sur vous. D'ailleurs, on me l'a reproché. Vous avez vu, on me l'a dit, je parlais trop de vous. Forcément, parce que vous étiez le seul candidat à faire parler de vous. Parce qu'à un moment, Mélenchon, il est rentré très tard dans la campagne. Mélenchon, à un moment, il était inexistant jusqu'à la fin, comme d'habitude. Il fait toujours des remontadas, mais il est toujours porte de la finale. Marine Le Pen, c'était, voilà, c'est vrai qu'à un moment, vous avez pris toute la place. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, je parlais de vous tous les jours. Et c'est vrai que c'est monté. Deux questions. Un, est-ce que vous avez des regrets? Et est-ce que, je sais qu'une élection, c'est un marathon. Et c'est vrai que j'avais parlé avec de nombreux spécialistes qui m'ont dit peut-être qu'Éric Zemmour est parti trop vite et qu'il a fait un 100 mètres alors que c'est un marathon. Est-ce que vous dites, parce que c'était la première fois, peut-être que vous n'allez pas faire la même erreur la prochaine fois. Mais vous avez mais vos spécialistes que vous avez consultés ont tout à fait raison. Mais je pense que j'étais obligé. Parce que je n'avais pas d'histoire politique. Les gens que vous avez cités, ils ont un parti depuis 20 ans, 30 ans, ils sont dans la politique depuis 30 ans, 40 ans. Moi, non. Donc les gens, vous savez, j'étais connu, certes, mais pas autant qu'eux. Donc il fallait me faire encore plus connaître, il fallait présenter, il fallait me faire accepter comme candidat. Ce n'était pas évident. Et donc il a fallu que je parte très fort, très vite. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que oui, la campagne a été longue. Vous avez une notoriété. Moi, je m'en rappelle, je vais vous raconter une autre anecdote. J'ai fait un rendez-vous avec Valérie Pécresse, puisqu'elle devait faire mon émission. Et Valérie Pécresse me disait toujours, oui, mais moi, je veux débattre avec Emmanuel Macron, etc. Et je lui ai dit, tu es face à 4 monstres de notoriété, Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Parce que même Éric Zemmour, même si c'est pas un candidat, même si c'est pas un homme politique, en notoriété, c'est un monstre. Je lui ai dit, la première chose que tu as à faire, c'est d'abord de gagner de la notoriété. Tu dois être à 30% de notoriété quand eux sont à 90%. Donc déjà, il faut que Et c'est vrai que vous partiez avec cet avantage. Mais à un moment, est-ce qu'il y a une phrase ou une sortie dans une interview où vous vous êtes dit, celle-là, j'aurais peut-être pas dû la faire et ça a fait que peut-être, ça s'est étiolé derrière? Oui, j'aurais. Je vais vous dire, je pense que, vous avez vu, il y a un chapitre qui s'appelle Mea culpa, donc je liste mes erreurs. Vous avez parlé de Valérie Pécresse, je pense que j'ai mal réagi dans le débat où elle a voulu pourrir le débat et j'ai bêtement suivi, c'est-à-dire que je me suis énervé bêtement. Même chez vous, avec Mélenchon. Il a invectivé tout le temps et j'ai fini par m'énerver. Ça, c'est des erreurs, j'aurais pas dû. Des phrases, sans doute, je me suis très mal expliqué sur les réfugiés ukrainiens. Je pense qu'on a pris pour de la dureté alors que ça se voulait de la pédagogie. C'est-à-dire que moi, spontanément, j'avais envie de dire, très bien, ce sont des Européens, des femmes et des enfants, donc on les accueille en plus provisoirement, puisqu'ils voulaient repartir. Et je me suis dit, oui, mais on va me dire, pourquoi vous n'accueillez pas, par exemple, les Syriens, les Afghans, etc. Et du coup, je me suis moi-même dit, non, alors on n'accueille personne. Ça n'a pas été compris du tout. Même chez moi, il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des choses que vous auriez pu repréciser. Il y a eu d'autres sorties. À quel moment vous êtes dit, oui, là, je sens que voilà, il y a une sortie. Les enfants handicapés, l'école. Alors là, non, mais c'est une très bonne. Si vous me permettez, vraiment, parce que c'est une très bonne interrogation. Alors là, on va rappeler ce qu'il avait dit. Oui, justement. Non, permettez-moi de rappeler parce que je vais être vraiment, vous allez voir, le plus honnête possible. Je suis à une réunion avec des professeurs, des enseignants qui sont là, qui m'expliquent. Il y a une dizaine d'enseignants qui me disent leurs problèmes. Et on parle pendant 1 heure, essentiellement, si vous voulez, de la baisse du niveau scolaire. Et je leur dis mes diagnostics et je leur dis mes solutions. En gros, pour aller vite, parce qu'on ne va pas refaire le débat d'1 heure que j'ai eu avec eux, en gros, je leur dis, le problème, c'est le collège unique, c'est qu'on mélange des enfants de niveaux très différents et ça empêche les bons d'être bons parce qu'ils s'ennuient et les mauvais, en vérité, n'arrivent pas à suivre le niveau. Bref, vous avez compris, et je dis, c'est l'obsession de l'inclusion qui est le problème de l'école actuelle. Et à la fin, je vous dis vraiment à l'extrême fin, c'est-à-dire, j'allais me lever. Il y a une professeure qui dit « Ah, mais moi, vous savez, j'ai vraiment des problèmes avec... On me met dans ma classe des enfants handicapés et c'est un vrai problème. J'ai pas été formé pour ça. Les pauvres gosses, ils ont un mal fou à suivre. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas m'occuper de tout le monde. » Et puisque c'était la fin, donc
je conclus d'une formule un peu rapide et je dis, vous voyez madame, c'est ce que j'ai dit, c'est l'obsession de l'inclusion, ces pauvres enfants, tout le monde souffre dans cette histoire. Ouais. Et par une polémique monstrueuse, tout le monde comprend que vous où on me dit que je suis un monstre. Les handicapés de l'école. Voilà, où on me dit que je veux sortir les handicapés de l'école, mais Cohn-Bendit ira jusqu'à dire que je suis pire qu'Hitler, parce qu'au moins Hitler n'a pas tué les handicapés sous pression de l'Église. Vous voyez jusqu'où c'est monté. Et là, j'ai fini. Le journal de France 2 fait 3 minutes, dans laquelle il montre ma phrase sortie de tout contexte, et il invite la ministre de Handicap, Sophie Cluzel, qui se met à pleurer en disant « c'est scandaleux ce qu'il a dit, c'est un monstre, moi j'ai une enfant handicapée, on veut la sortir de l'école, etc. » Mes équipes appellent le journal de France 2 en disant « on peut un droit de réponse ». Vous savez la réponse des équipes de France 2 ? « Ah ben non, on va quand même pas parler du handicap toute la semaine. » Donc si vous voulez, ça, je le raconte dans mon chapitre sur les médias. C'est ça l'histoire. Je vous assure, j'ai reçu des milliers de lettres ou de mails de parents me disant « vous avez eu tout à fait raison. En fait, vous savez ce que c'est que cette histoire ? Et on n'en parlera plus, on va s'arrêter là. C'est une combine pour ne pas ouvrir des écoles spécialisées pour les enfants handicapés qui en ont vraiment besoin. Parce qu'il y a des enfants handicapés qui peuvent aller à l'école avec les autres. Mais il y a des enfants qui ne peuvent pas, les pauvres. Et eux, comme ça coûte beaucoup plus cher, vous savez ce qu'ils font ? Ils vont en Belgique. Ouais. Voilà, c'est ça la France aujourd'hui, et c'est ça le procès qu'on m'a fait. J'avais eu Sophie Cluzel après cette affaire. Elle avait vraiment pris pour... C'est vrai qu'elle a une enfant handicapée, et elle... Oui, mais bien sûr. Mais parce qu'ils lui ont vendu le truc... Voilà, d'une façon à ce qu'elle, Sophie, ça l'a vraiment touchée, et c'est quelqu'un d'assez sincère et de sincère, Sophie, et c'est vrai que voilà, elle est dans son combat à fond et on ne peut pas l'enlever, mais c'est vrai qu'ils lui ont vendu d'une telle façon que c'est vrai que ça l'a énormément touchée. On va revenir sur votre livre et sur les passages choc du livre. Vous revenez de mort donc sur ce qui a motivé petit à petit votre candidature. On en a parlé il y a un instant. On me demande souvent quel fut l'événement, qui a entraîné ma décision de me présenter. Mes interlocuteurs ne me croient pas quand je leur réponds qu'il n'y en a pas. Je dis pourtant la vérité. Il n'y a pas eu d'événement fondateur, ou plutôt il y en a eu une multitude. Petit à petit, la décision s'est imposée. Je me suis progressivement mis dans l'impossibilité de reculer, parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment que vous donniez énormément votre avis, tous les soirs, tous les matins, à la radio, à la télévision. Et à un moment, on a l'impression que c'est vraiment, ce sont les journalistes, le peuple qui vous a dit, bon, peut-être qu'il faut que tu te présentes. C'est-à-dire qu'ils vous ont limite donné l'idée. Est-ce que vous l'aviez au départ ou même pas ? Non, pas du tout. Je n'avais pas du tout cette idée. Je raconte que c'est une longue évolution. À partir du succès de mon livre « Le suicide français », vous vous souvenez, en 2014, on a commencé à me le dire. Et puis ça est allé en montant. Et je vous le dis, moi, en fait, ce qui m'a décidé, c'est que depuis des années, et on va en parler librement et tranquillement d'ailleurs, je crains pour la disparition de la France. Je pèse mes mots. Et je me dis, il va y avoir un politique qui va se lever et qui va prendre ce flambeau. Et je n'en trouve jamais. Donc à la fin, je me suis dit, je ne peux pas me regarder en face, je ne peux pas laisser à mes enfants cette angoisse-là, il faut que je prenne ça sur moi. Et j'ai fini par me lancer. Vous dites justement l'apostrophe sur le ton de l'évidence de mon fils. Papa, le constat, tu l'as fait, il faut maintenant passer à l'action. Le travail inlassable de Sarah Knafo, la foule des soutiens qui affluaient, le nombre de plus en plus important de Français qui espéraient en moi, la décision du CSA qui m'expulsait de la télévision, les craintes du Figaro qui me forçaient à quitter le journal, Albin Michel qui refusait de me publier, on me jetait dans le vide, mais on me reprochait de sauter. Donc voilà. Donc vous avez remarqué que tous ces événements se sont déroulés avant même que je me présente à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment si vous voulez, en gros, il y a eu une campagne pendant les 6 mois qui ont précédé, parce que vu mes audiences sur CNews, vous vous souvenez, etc. Mais vous avez connu ça comme moi. C'était il faut le faire taire, il faut comptabiliser son temps de parole, etc., etc. Et donc, évidemment, à la fin, mais vous avez connu ça comme moi, vous avez le CSA sur le dos, vous avez les journaux qui vous disent non, mais là, on ne peut plus te garder, vous avez... y compris au Figaro, la Société des rédacteurs et les syndicats qui me tapent dessus tous les jours. Vous voyez, c'est un enchaînement. L'éditeur qui me dit « Ah ben non, on ne peut pas te publier parce que c'est pour te lancer à la présidentielle. » Je lui dis « Mais alors, je ne comprends pas. Il y a 5 ans, tu as publié Fillon avec un livre, il ne se présentait pas à la présidentielle, lui. Vous voyez, et c'est un engrenage inexorable. On se dit « Bon, puisqu'ils veulent que j'y aille, j'y vais. » 7%, vous étiez déçu ou pas ? Ah oui. Vraiment ? Vous savez, quand on est monté, je vous dis 2 fois, les sondeurs m'ont expliqué que c'était du jamais vu. Jusqu'à 18-19, qu'on est au second tour à 2 reprises.
Évidemment que je suis déçu. Vous savez, moi, je suis un sportif, j'aime gagner, je déteste perdre. J'ai vu la tête de Mbappé après la finale de la Coupe du Monde, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, voilà un combattant, un type qui déteste la défaite. Et moi aussi, je déteste la défaite. Je me suis battu, j'ai perdu. Franchement, j'étais pas heureux, non. Alors, vous réglez vos comptes aussi avec la droite dans ce livre, notamment avec Robert Ménard. Chaque fois qu'on me communique le maire de Béziers, chaque fois qu'on me communique une déclaration de Robert Ménard à mon propos, j'entends aussitôt la voix rocailleuse et goguenarde de Charles Pasqua qui me souffle de l'au-delà. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Robert Ménard incarna ainsi la figure pure et parfaite du traître, celle qu'on trouve tout au long de l'histoire de France. Vous savez pourquoi j'ai écrit quelques pages sur Ménard? C'est pas pour la personne de Ménard, c'est pour ce qu'il incarne. C'est-à-dire, il a passé son temps à expliquer que j'étais pas gentil, que j'étais méchant, que j'étais brutal. Si vous voulez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment les médias utilisent le sentiment, vous voyez, la personnalisation, le psychologisme juste fou, pour délégitimer, pour dénigrer des idées et un projet pour la France. On passe par le personnel, et Ménard s'est laissé instrumentaliser avec joie, pour dire, ah ben non, il est méchant. C'est comme si, vous savez, on serait... Je ne me compare pas, je vous préviens d'avance. Mais imaginez tous les jours, on dit, ah ben le général de Gaulle est méchant. Le général de Gaulle n'aime pas ceci. Le général de Gaulle n'aime pas les gens. Et vous voyez, etc., etc. Encore une fois, je ne me compare pas au général de Gaulle. Mais c'est pour vous dire l'ambiance. On utilise le personnel, le sentiment, pour ne pas combattre les idées, mais pour délégitimer la personne qui les porte. Vous en voulez aux médias pour ça? Parce que c'est vrai que c'est une des méthodes. Vous avez vu, je les liste dans mon livre, je ne vais pas tout refaire, mais c'est une des méthodes utilisées par les médias pour délégitimer un candidat et pour choisir. En vérité, ce que j'ai compris, je l'avais déjà compris d'ailleurs avec François Fillon, les médias non seulement choisissent les candidats qui doivent plaire aux Français, mais en plus, maintenant, ils veulent même choisir le thème. C'est-à-dire que comme moi... Ils vous ont fait, les médias. Ils vous ont fait. Attendez. Attendez. Oui, je vais répondre à ça. Non, mais ils vous ont fait parce qu'ils vous ont... Je vais vous dire la vérité, Eric. Eric, je vous dis la vérité. Oui, mais arrêtez de dire les médias. Arrêtez de dire les médias. Ils m'ont fait, vous avez raison. Eric, je vais vous dire la vérité. Ça les arrange. Eric, à chaque fois que vous passiez quelque part, vous faisiez des records d'audience. Arrêtez de vous prendre pour des cons. Donc les médias vous ont fait. Les médias l'ont fait. Je suis d'accord. Mais je vais te dire, les médias, ce qu'ils faisaient. On ne peut pas taper en disant qu'ils sont oui, non, mais oui. Non, attendez, Valérie. Contribuer à votre existence. Vous avez raison, Valérie. Attendez, je vais vous répondre. D'abord, je réponds comme Hanouna, qu'effectivement, c'est parce que je faisais de l'audience. Mais, et là, il y a un point important quand même. À partir du moment où je suis arrivé, parce qu'au début, j'étais rien. Je veux dire, mon premier sondage, je fais 3%. Honnête, hein. Bon. Et je monte. À partir du moment où je monte à 18, 19 et que je suis au second tour, l'attitude des médias change. Et comme vous avez tout à fait raison, ils sont moutonniers, évidemment, tout le monde se rue sur moi. Donc, vous avez raison et j'ai raison. Ils m'ont fait et ensuite ils m'ont défait. Et surtout, ce qui était important, c'est pour ça que j'insiste, c'est qu'ils ont voulu m'arracher mon thème. C'est-à-dire qu'ils ont voulu montrer, je le développe dans le livre, que le grand remplacement n'était pas le sujet majeur qui s'opposait aux Français. Et que donc, l'important, c'était le pouvoir d'achat, et que donc, je n'avais rien à faire dans cette présidentielle. C'est ce que je veux dire. Les médias veulent choisir non seulement le candidat, mais aussi le thème qui s'impose aux Français. Mais vous connaissiez ça, puisque vous êtes vous-même issu des médias. Alors, je vais vous dire, Valérie Benaïm, vous avez raison, j'ai plus de 30 ans de journalisme politique, donc je suis inexcusable. Mais j'ai encore sous-estimé la puissance de feu. Je pensais, vous savez, que les gens résisteraient mieux. Je me suis rendu compte que, en fait, les gens sont assez crédules et qu'ils sont assez paradoxaux d'ailleurs. Ils détestent les journalistes. Ouais. Et en même temps, ils répètent mot à mot ce que les journalistes... Non, mais c'est pas de la faute des gens. Non, je suis d'accord, il y a un bourrage. Un moment, il y a une puissance de feu médiatique phénoménale. Quand il y a une musique comme ça, qui dit toujours la même chose. Je veux dire, on en est victime, nous aussi. Enfin, victime, on n'en est pas victime, parce que plus les journalistes parlent de nous. Après, nous, c'est certain. Il ne faut pas mettre tous les journalistes aussi dans le même sac. Non, mais je vais vous dire, voilà, moi je prends souvent l'exemple de France Inter. France Inter, c'est vrai que si vous écoutez toute la journée France Inter, vous allez être endoctriné et vous allez avoir une pensée unique et vous allez avoir la pensée de France Inter qui est du matin au soir
vont vous faire croire des choses et vont taper sur les gilets jaunes, et vont taper sur les antivax, vont taper sur Didier Raoult qui est méchant et qui est une mauvaise personne, vont taper sur Éric Zemmour, vont taper sur toujours les mêmes. Donc forcément, c'est vrai que voilà, il y a des médias comme ça où il n'y a pas de contradiction. Je vais vous dire, oui. vous avez raison de dire que ce n'est pas s'il une vous plaît. question individuelle. Oui. En vérité, ce n'est pas une question de journalisme. C'est pour ça que je parle de système. C'est-à-dire qu'il y a une pression collective qui commence C'est ça. à l'école de journalisme. J'ai l'autre jour dîné avec un ami dont le fils était à l'école de journalisme. Il cache qu'il a voté pour moi. Il me dit, mais sinon je suis mort. Et ça continue dans les rédactions. Dans les rédactions, c'est la même pression. Et ça, j'ai connu. Ça, en revanche, je le savais. C'est-à-dire qu'il y a une pression. Moi, quand j'étais jeune, il fallait suivre la ligne du Monde et de Libération, quand j'étais jeune journaliste. Et aujourd'hui, ils ont BFM en boucle et ils doivent suivre obligatoirement la ligne de BFM. Il y a une pression collective qui est très forte et auquel peu résistent. Oui, mais Alors, je voudrais qu'on vienne non, mais par rapport à ce que M. Zemmour vient de dire, juste, Oui. est-ce que vous n'êtes pas trompé, justement, parce que vous dites, oui, les médias, ils ont voulu absolument parler du pouvoir d'achat, alors que moi, mon cheval de bataille, c'était le grand remplacement. Mais les événements aujourd'hui prouvent que peut-être que les médias avaient raison de parler finalement du pouvoir d'achat et pas du grand remplacement, parce que c'est la préoccupation numéro un des Français. les médias. C'est ce que M. Zemmour a dit. Moi, Eric, Je vais vous répondre. C'est ce que vous avez dit. Je vais vous dire la vérité. Oui, je vais vous répondre, Justement, moi, je suis désolé. Ah non, je suis pas d'accord. Les médias, ils ne parlaient que du grand remplacement parce que ça faisait plus de buzz que le pouvoir d'achat. Je suis désolé. Oui, donc M. Zemmour s'est trompé. Non. Ah bah. Vous savez, il y a différentes temporalités. Le pouvoir d'achat, c'est un sujet à la fois d'actualité et de toujours. C'est la priorité. Voilà, les gens ont des problèmes de fin de mois. Ils n'ont pas toujours des grosses payes. En plus, je pense que nous sommes un pays qui s'appauvrit, mais on en reparlera. Donc, évidemment que le pouvoir d'achat, c'est un problème quotidien. Et en l'occurrence, là, il y avait un moment avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine qui a aggravé cela, etc. Mais l'élection présidentielle, c'est le destin de la France qui se joue. Le général de Gaulle l'a voulu ainsi. Ce ne sont pas seulement des questions matérielles, qui ont leur importance, évidemment. Moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le destin de la France. C'est-à-dire à 10 ans, à 15 ans. C'est ça, normalement, la fonction de l'élection présidentielle. Alors, oui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a aussi des problèmes économiques. D'ailleurs, j'en ai parlé énormément, contrairement à ce qu'on a raconté. Vous savez, j'ai fait 7 discours sur l'économie. J'ai fait 2 ou 3 discours uniquement sur le pouvoir d'achat. Donc j'avais des solutions et qui étaient d'ailleurs beaucoup plus efficaces que celles qui ont été présentées. Parce que celles qui ont été présentées, c'était une course démagogique à toujours faire des chèques. Moi, je faisais un vrai programme de production et de baisse des charges pour que les gens aient moins de charges et de taxes à payer. Vous voyez, donc j'avais un programme aussi. Mais ma priorité de la priorité, c'était le destin de la France. Parce que le pouvoir d'achat, c'est important, mais quand le pays aura une toute autre nature, quand il sera islamisé, quand on n'aura plus la même nature du pays, non mais on peut en parler tranquillement. Hein, je veux dire, on va en parler, et là, ça sera important le pouvoir d'achat toujours. Est-ce que mais ça sera plus le même pays. Éric Zemmour, vous voyez. Elle a dit que vous avez mis 15 minutes à parler de l'islam. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas ça qui vous a coûté aussi les 10 points que vous avez perdus? Ah, vous savez, alors là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, vous savez, je suis monté. Vous avez dit, je suis monté à 18-19 en septembre-octobre. C'est là où je n'ai parlé, et c'était volontaire, parce que je voulais imposer mon sujet, que du grand remplacement et d'islam et d'immigration. C'est après que j'ai parlé d'autre chose. Donc, c'est pas ça qui m'a fait descendre. Après, je pense que c'était vous étiez toujours là-dessus. Est-ce qu'il n'y avait pas un renouvellement? Voilà. Je viens de vous répondre. Je n'étais pas toujours là-dessus. À partir de janvier, j'ai parlé d'autres choses. J'ai parlé d'économie, j'ai parlé de ruralité, j'ai parlé de défense nationale, j'ai parlé de politique étrangère. Vous voyez, j'ai parlé de beaucoup d'autres sujets. Mais là où vous avez raison, et on en revient toujours à notre discussion d'origine, c'est que les médias n'en parlaient pas. Donc, on parlait... Vous êtes une victime, alors? Comment? Vous êtes une victime des médias? Non, victime, non. Mais en tout cas, je pense que les médias ont été mon adversaire principal. Vous êtes en train de nous dire que ce sont les médias qui... Oui. C'est de la faute des médias. Non, je pense que les médias m'ont battu et abattu. Alors, volontairement. Éric Zemmour, je pense qu'aussi, je pense aussi qu'il y a des sujets, et je le pense aussi pour les médias, je vais vous dire, Éric Zemmour qui fait une sortie sur le grand remplacement de l'islam, forcément, et moi c'est ça que j'aimerais qu'il le dise franchement,
qui le disent à un moment, les médias, oui, on veut faire de l'audience, oui, on veut faire du buzz, oui, on veut qu'il y ait le plus de monde qui nous regarde. Je suis désolé, il y a une hypocrisie autour de vous aussi. Les gens prenaient que ce sujet. Je le dis parce qu'ils savent très bien que Éric Zemmour, qui parle de l'inflation, ou Éric Zemmour, qui parle d'autre chose que de l'islamisation ou du grand remplacement, eh ben ça marche pas. Ouais, je suis désolé les mecs, et on l'a fait, et on est les premiers à l'avoir fait. Mais ça marche dans les deux sens. Ça marche pour les médias, mais ça marche aussi pour Éric Zemmour qui s'en sert. Oui, mais bien sûr. C'est dans les deux sens. Tout le monde se fait le marché. Et Éric Zemmour, je vais vous dire, à un moment, tout le monde voulait Éric Zemmour sur son plateau. Moi, je me rappelle, je vous dis, ils ont même fait des décomptes, nous, comme quoi on a trop parlé de vous. Mais je vais vous dire, Éric Zemmour, tous les jours, il était partout. Tous les médias recevaient Éric Zemmour. Et à chaque fois que vous receviez Éric Zemmour, c'était des records d'audience. Donc à un moment, il faut arrêter aussi l'hypocrisie autour d'Éric Zemmour. Voilà, on veut l'inviter, mais on ne veut pas l'inviter, mais on l'invite parce que ça fait de l'audience. Voilà, le suffrage universel. Il faut arrêter un moment. Juste, vous parlez de Marine Le Pen aussi dans le livre. Vous dites Marine Le Pen a tant subi la marginalisation, la caricature, la vie de paria, le rejet dès l'enfance, autant de choses que je n'ai pas connues, que pour se faire adouber, elle est prête à tout. Cela explique aussi que Marine Le Pen a mis tant d'énergie à reproduire contre moi ce qu'elle avait même elle-même subi toute sa vie. Elle s'est opposée à moi comme le système s'était opposé à elle. Vous lui avez fait peur, vous pensez, au début? Oui, je pense beaucoup, oui. J'ai découvert d'ailleurs que certains voulaient aller la voir pour lui dire de se retirer si elle continuait à baisser. Oui, je pense qu'elle a eu peur et que d'ailleurs, ce qui explique beaucoup son comportement vis-à-vis de moi. Alors que, je vais vous dire, au départ, moi, je ne voulais pas d'une primaire contre Marine Le Pen. Là encore, ce sont les médias qui ont voulu inventer une primaire dite d'extrême droite. Et vous vouliez l'union des droites? Moi, non. Moi, je voulais, si vous voulez, moi, je suis, vous savez, je suis de tradition gaulliste, gaulo-bonapartiste, pour être savant. J'ai écrit 4 livres sur le RPR, la droite, Jacques Chirac. J'ai pas écrit un seul livre sur le Front National. C'est pas ma famille. Moi, ma famille, c'est la droite gaulliste. Et quand j'ai commencé d'ailleurs la campagne, j'ai dit simplement Marine Le Pen ne peut pas gagner. Tout le monde le sait. Il faut arrêter l'hypocrisie. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais en revanche, il faut. Dans mon premier discours de Villepinte, je ne parle pas de Marine Le Pen. Je parle de Valérie Pécresse et des trahisons de la droite chiracienne depuis 20 ans. Pardon, c'est même ma spécialité de journaliste politique. Éric Zemmour, Éric Zemmour, c'est ça ce que vous disiez. Donc, vous n'auriez pas pu être le candidat de la droite traditionnelle? Mais j'ai même songé, cher Cyril Hanouna, à me présenter à la primaire LR. Voilà, bah oui, parce que je pense que ça aurait été beaucoup bien plus sûr, simple. sauf que... Vous avez raison, mais j'y ai pensé. Oui, mais à un moment, il y a 2-3 sorties qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas vous accepter. Mais non, c'est des prétextes, Cyril Hanouna. Ils ont tellement eu peur que je gagne, parce que je vous rappelle quand même que Éric Ciotti... attendez. Éric Ciotti a fait 40%, il me l'a dit lui-même, uniquement en me citant dans tous ses meetings et en disant qu'il me soutiendrait au second tour de la présidentielle si j'y étais. Il me l'a dit lui-même. Il fait 40%. Oui. Bon, donc je pense que oui, j'aurais gagné la primaire de LR, mais ils ont bloqué mon arrivée. Ils ont trouvé des prétextes, des trucs juridictionnels à la noix. Larcher a fait ce qu'il fallait. Gérard Larcher, président du Sénat. Ouais. Donc voilà, donc je n'ai pas pu me présenter. Mais au départ, c'était ma famille politique. Et depuis 20 ans, depuis 30 ans, le livre dont je vous parle, le livre Nord de la droite, il date de 97. C'est vous dire, où déjà je décortique et je déconstruis les trahisons de la droite chiracienne et pourquoi ils vont à la mort. Donc c'est maintenant ce qui arrive. Vous avez passé votre temps à taper sur eux, c'est compliqué d'aller... Mais non, je tape pas sur eux. Vous savez, pardonnez-moi, je veux répondre à ça parce que j'ai des amis, c'est mes amis. J'ai grandi avec leurs aînés, avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua. Ils m'ont appris la politique. J'ai des amis à LR, des amis nombreux. Il y a des gens qui pensent vraiment tout comme moi. Vous trouverez difficilement des différences avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix, ça existe bien sûr à la marge, avec Éric Ciotti, avec d'autres. Donc ne me dites pas ça, je leur tape dessus parce que je dis ce que beaucoup pensaient de LR. D'ailleurs là, entre nous, beaucoup savent que LR est mort. Là, vous avez vu, c'est la fin de vie. C'est la fin de vie. Dans un instant, avec la motion. Voilà, c'est tout. Mais il y a des gens remarquables à LR, je ne leur tape pas dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un système que je dénonce. C'est le système de la soumission au centre qui se soumet lui-même à la gauche. Et donc qui amène la droite à gauche. Éric Zemmour, est-ce que Marine Le Pen aurait fait une meilleure présidente que Emmanuel Macron? Mais Marine Le Pen n'aurait pas pu et ne peut pas, d'après moi, être élue. Voilà. Contrairement à ce que racontent tous les journalistes. Jean-Luc Mélenchon, il aurait fait un meilleur président qu'Emmanuel Macron?
lui non plus, il ne peut pas être élu. Je me suis présenté aussi, c'était la deuxième raison, pour sortir de ce jeu de posture et d'imposture qui fait gagner Emmanuel Macron. Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, font gagner Emmanuel Macron. Face à eux, il gagne. Et face à Marine Le Pen, il gagnera toujours. Et le candidat macroniste gagnera toujours, contrairement à ce que disent les commentateurs. Voilà ce que je pense. Et voilà pourquoi je me suis présenté. J'essaie de casser cette malédiction du cordon sanitaire. Vous avez vu aujourd'hui, les députés, ils sont peut-être 89 ou 88, mais en vérité, ils ne servent pas à grand-chose. Ils sont isolés et personne ne veut voter leur motion de censure, personne ne vote leurs amendements. À quoi ils servent? À pas grand-chose, en vérité. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du 49.3 et là de la motion de censure qui n'est pas passée à 9 voix près, donc ce qui veut dire que donc la réforme des retraites va passer, voilà, et que il y avait une motion de censure. La motion de censure, c'est un moyen de contrôle du gouvernement par l'Assemblée nationale. Il aurait fallu qu'il y ait la majorité, qui vote cette motion de censure. Et là, on repart à zéro. Et là, on redistribue les cartes. Donc la motion de censure n'a pas été votée. Donc là, la réforme des retraites passe à coup sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il faut bien comprendre quelque chose, parce que je discute avec les gens depuis plusieurs jours, il y a une confusion qui est faite. Emmanuel Macron n'est pas en jeu dans cette histoire. Si la motion de censure était passée, Emmanuel Macron n'aurait pas dû démissionner. Oui, pour lui, ça n'aurait rien changé. Mais parce que, vous comprenez, il y a une confusion dans la tête des gens. Ils sont tellement furieux, et moi avec, contre Emmanuel Macron, qu'ils veulent à tout prix l'abattre. Mais la motion de censure et le 49.3 n'auraient rien changé. Qu'est-ce qu'il aurait fait si la motion de censure était passée? Soit il aurait renommé Madame Borne, il aurait pu. Soit il aurait changé de Premier ministre. Soit il aurait changé de Premier ministre et il aurait dissous. Mais lui, il restait à l'Élysée, vous comprenez? Vous l'auriez voté, la motion de censure? Moi, alors, c'est une histoire. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée. Oui. Donc, je ne vais pas me poser des questions qui ne s'opposent pas. Oui, enfin, c'est pratique pour pas y aller. Oui, c'est pratique, mais vous savez, d'habitude, c'est pas pratique. D'habitude, on me dit, vous n'êtes pas à l'Assemblée, c'est nul, etc. Donc, bon. Deuxièmement, je vous répète, moi, ce qui m'a frappé, je vais vous dire, à l'Assemblée, c'est pas le vote de cette motion de censure, c'est le désordre, le scandale, ce que j'appelle, moi, la nupécisation des esprits. Vous avez remarqué, tout le monde s'aligne sur la NUPES. Tout le monde pense comme la NUPES. Vous avez remarqué que le RN pense comme la NUPES, utilise les mots de la NUPES et la moitié ou le tiers des députés LR maintenant prend des airs de gauchistes alors qu'ils ont soutenu François Fillon il y a 6 ans et Valérie Pécresse pour la retraite à 65 ans et que vous avez vu qu'ils étaient prêts à voter avec le Rassemblement national alors que ceux-là même qui évoquent le cordon sanitaire et qui disent qu'il ne faut pas toucher au Rassemblement national, etc. Vous voyez, on est vraiment dans le royaume des postures et des impostures. Et moi, je trouve que ça donne une image, mais détestable, du Parlement, de la représentation nationale. Franchement, j'ai pas envie de mettre mon doigt là-dedans. C'est pour ça que je vous réponds comme ça. Éric Zemmour, Cyril Hanouna vous posez la question. Cette motion de censure a été repoussée à 9 voix près. Est-ce que c'est pas en réalité le pire scénario pour le gouvernement, c'est-à-dire une rue qui va continuer sans doute à contester, en attendant peut-être que le Conseil constitutionnel puisse retoquer ou pas certaines mesures, parce qu'il y aurait une majorité de 15 ou 20, bon très bien, mais là 8, 9, ça veut dire qu'en fait même l'Assemblée nationale, qui pour son seul vote sur cette réforme, s'est passé ric-rac. Donc est-ce que c'est pas la pire des situations pour le gouvernement ou ceux qui vont venir? C'est sûr qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont considérablement affaiblis. Ils vont avoir du mal maintenant à présenter d'autres textes, puisque manifestement LR ne tient plus rien. C'est-à-dire, il y a autant d'opinions que de députés LR. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un parti en fin de route. Bon. Mais pour Emmanuel Macron, encore une fois, moi je vais vous dire, je comprends la colère contre Emmanuel Macron. Moi, quand vous demandez aux gens, moi j'ai dit, et je vais être honnête avec vous, je l'ai dit, dans mon programme, il y avait le relèvement d'âge à 64. Donc je ne vais pas faire celui qui était contre. Oui. Mais moi, j'étais pour faire des économies, oui, pour sauver le régime de répartition, oui, mais dans une politique globale. Je mettais en œuvre une politique de natalité, une vraie politique familiale, une politique de réindustrialisation, une politique de lutte contre la fraude. Et quand vous voyez qu'Emmanuel Macron, il se réveille le matin, il donne 1 milliard à un pays africain, il se réveille un autre matin, il donne 1 milliard à l'Ukraine, mais les gens deviennent fous.
Ils se disent, mais c'est pas possible, ils dilapident notre argent et après, ils nous demandent de travailler 2 ans pour économiser 15 ou 17 milliards. Je comprends que ça énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, ça m'énerve. C'est une question de timing aussi, comme on en a parlé ici. C'est vrai que le timing était et pas foufou. Dans votre livre, Éric Zemmour, depuis l'apparition du livre d'ailleurs, une des choses dont on parle le plus, c'est votre relation avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu l'occasion de vous voir tous les deux. Vous avez fait un débat, vous en avez fait 2 même avec moi, chez moi ici. Et vous dites, je connais Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Il était alors membre du Parti Socialiste et moi journaliste. Nos origines communes de l'autre côté de la Méditerranée et même un goût pour l'histoire nous ont rapprochés. Je crois pouvoir dire que nous étions ce qu'on appelle de bons copains. Il était là lorsque j'ai fêté mes 50 ans et nous nous tenions dans une estime réciproque qui lui fit dire un jour à la télévision, je connais très bien Éric Zemmour, ce n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. On a l'extrait quand il le dit, regardez. Je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel, mais il est, comme tous les intellectuels, têtu comme une mule. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant. Alors, on apprend aussi qu'il était bien content que vous vous présentiez, que vous vous parliez encore, même si le candidat de la France Insoumise est complètement parano, ce que vous dites. C'est toi? Qui ça, toi? Attends, parle pas ici. Appelle-moi à cet autre numéro sur Telegram. Jean-Luc Mélenchon est prudent, plus encore, il est méfiant, suspicieux, les jeunes diraient qu'il est parano. Je ne peux m'empêcher de songer à Staline qui, disait-on, changeait d'appartement chaque soir. Il a reconnu ma voix comme j'ai reconnu la sienne, mais il préfère prendre des précautions. Puis au fil des appels qui se multiplient, il se livrera davantage. Ah ouais, quand vous vous appelez, il était en stress. Les premières fois. Ouais, c'est ça. Alors, vous revenez aussi sur le grand débat que vous avez vécu sur BFM TV. J'ai souhaité le contacter en ce mois de septembre en radieux pour lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Il veut devenir le patron des gauches, cela tombe bien, je veux faire l'union des électeurs de droite. Je pressens qu'un débat l'un contre l'autre peut nous permettre de rameuter nos camps respectifs et de montrer à la France que le clivage droite-gauche est plus que jamais actuel. Je n'ai pas besoin de lui expliquer l'intérêt de ce débat longtemps. Il comprend, il sait déjà et accepte rapidement. Donc ça, c'était ce fameux débat sur BFM, c'était le 23 septembre 2021, c'était le jour de mon anniversaire, je sais que vous avez fait ça pour moi. Non, mais c'est vrai. Et Jean-Luc Mélenchon, il vous attaque direct ce jour-là, dès la première question des journalistes. Donc Mélenchon a répondu. Il a dit qu'il n'était pas l'ami d'Éric Zemmour, qu'il détestait ce que vous racontiez. Et cependant, rapidement, plusieurs personnalités politiques ont réagi sur les réseaux sociaux. Ils accusent Mélenchon de menteur. Jean-Luc Mélenchon, moi, comme il respire, Éric Nolot qui dit ça, j'ai eu connaissance des messages amicaux et même fraternels qu'il a adressés à Éric Zemmour pour le conseiller sur sa campagne présidentielle. Il renie son amitié envers lui comme il l'avait fait envers Cyril Hanouna. Je peux en témoigner, Mohamed Sifaoui, Jean-Luc Mélenchon ment. Lorsqu'en septembre 2010, je publie un livre pour dénoncer le discours d'Éric Zemmour, Mélenchon, que je croisais dans un meeting organisé par SOS Racisme, m'interpellait pour me dire « Ne t'attaque pas à Zemmour, c'est mon ami ». Et d'autres, voilà. Éric Zemmour, je suis dans un café, début de campagne, sur son téléphone s'affiche le nom de JLM qui l'appelle. Éric répond et part 3 mètres plus loin, je le vois rire pendant 10 minutes. La conversation est très détendue. Jean-Luc Mélenchon, assumé, c'est pas grave. Alors, c'est bon. C'est la cour d'école. Ouais. Bon, je crois que là, les témoignages, vous avez tous compris. Mais essayons d'aller plus au fond. Oui, c'était un ami. Je parle d'une époque quand même il y a 10 ans. Oui. Bon. On a le droit de changer. Moi, quand j'ai connu Jean-Luc Mélenchon, on avait des points d'accord. C'était l'époque où il estimait qu'on pouvait critiquer l'islam, où il estimait qu'il était pour le nucléaire aussi. On estimait aussi, il se moquait des femmes voilées. Il disait qu'elles s'auto-stigmatisaient. Il a changé. En vérité, comme la gauche et Jean-Luc Mélenchon ont perdu les classes populaires, ils se sont trouvés, et ils se sont cherchés, et trouvés d'ailleurs, un électorat de substitution. Et l'électorat de substitution, ce sont les musulmans, qui ont voté à 69% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qui a fait ces gros scores dans toutes les banlieues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il défile contre l'islamophobie, et il m'accuse d'être, de pousser à la guerre, etc., etc. Moi, je vais vous dire, moi aussi, je déteste ce qu'il est devenu. Parce que j'estime que c'est lui qui a aujourd'hui forgé ce peuple islamo-gauchiste. Parce que qui a voté pour lui? Les musulmans et les gauchistes. C'est pas grave. Comment? C'est pas grave. Mais c'est pas que c'est pas grave. Oui. C'est qu'il leur donne les Français qui ont voté pour une existence politique. Non, mais attendez. Moi, je connais des citoyens français qui soient de n'importe quelle religion. Oui, donc, bon, on est d'accord. Ce sont des Français avant tout qui ont voté pour. Mais évidemment. Mais sauf que tous les sondages prouvent et toutes les enquêtes d'opinion prouvent qu'ils ont voté, quelle que soit leur position politique, ou sur l'économie, etc., même s'ils n'étaient pas d'accord avec Mélenchon sur l'économie, pour des raisons
justement communautaire. C'est ça qui est grave. Et il a tout fait pour ça. Et il a réussi. Donc, si vous voulez, moi, j'estime que c'est Mélenchon qui est dangereux pour la France. Il est passé de l'amitié à Zemmour à être l'ennemi de la France. Et il s'en moque, il fait ça avec un cynisme absolu. Donc, si vous voulez, oui, moi aussi, je déteste ce que dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, et je pense qu'il est dangereux pour la France, mais il s'en moque. Vous comprenez ? Il est, après moi, le déluge. Il sait exactement ce qu'il fait, mais il se moque complètement des conséquences à long terme. C'est ce que je répondais à madame tout à l'heure. Moi, j'essaye de voir les conséquences à long terme, à 10 ans, à 20 ans. Lui s'en moque. Alors, on a des questions. Gilles, une question pour Éric Zemmour. En quoi je rebondis sur ce que vous venez de dire. En quoi le vote musulman, selon vous, semble être un problème? Peu importe que les musulmans aient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, pour telle ou telle raison. Les musulmans sont des Français qui votent et s'expriment comme tant d'autres, qu'ils soient catholiques, juifs, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Tout à fait. Athée. Ça devient... Athée. Et athée. Et tout à fait, vous avez tout à fait raison. Non, mais c'est vrai que c'est pas un problème, ça. Non, attendez. C'est pas un problème en soi, évidemment. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que ça devient un problème, c'est toujours la même chose. Ça devient un problème quand c'est un effet de masse. Quand vous avez 70%, 75% de gens de la même confession qui votent pour un seul candidat, ça prouve qu'il y a un effet de masse et qu'il y a un effet, si vous voulez, communautaire. Comment vous le savez ? Quand il y a un vote juif, par exemple, on parle beaucoup... Vous savez qu'il y a un vote juif ou un vote musulman, parce que c'est parce que c'est les sondages, chère madame. C'est déclaratif. C'est déclaratif, on le sait. On le sait pour qui les juifs votent, on le sait pour qui les catholiques votent, on sait pour qui les... Donc pour vous, il y a un vote musulman. Ah bah, en l'occurrence, il y a eu. Il n'y a pas toujours. Je ne dis pas qu'il y a toujours. Là, je dis qu'il a tout fait pour, et il y a eu. Mais si, mais d'ailleurs, les enquêtes, pardonnez-moi, monsieur Verdez, les enquêtes d'opinion le disent. Les gens l'expriment. On a voté pour lui car il luttait contre l'islamophobie. On a lutté pour lui, mais pas pour les autres. On peut pas reprocher aux musulmans de ne pas voter pour Marine Le Pen ou pour vous, Éric Zemmour. Pas pour vous. Mais non, mais attendez. Forcément, après, il reste où Emmanuel Macron. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait Anne Hidalgo, il y avait Yannick Jadot, il y avait Emmanuel Macron. Est-ce que vous savez que les frères... Pardon. Est-ce que vous savez que... Attendez. Est-ce que vous savez que les frères musulmans, les mosquées, la mosquée de Paris, ont donné des consignes pour qu'on vote Mélenchon? Et au second tour, d'ailleurs, pour qu'on vote Macron. Mais c'est pas un problème, ça. Ah bon? Mais ça, Éric Zemmour... Mais je leur demande pas de voter pour moi. Éric Zemmour, ça me dérange pas du tout, moi. Je pense pas que ça dérange les Français. Mais moi, je suis désolé, des musulmans pourraient voter pour moi. Vous êtes sûr? Ah oui. Un peu compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Pour quelle raison? Et je vais vous raconter une anecdote. Si vous me permettez, j'en ai pour 2 minutes. Je marchais dans les rues et j'ai une dame avec sa fille, une dame de ma génération, avec sa fille qui devait avoir 25-30 ans, qui m'arrête et qui me dit: est-ce qu'on peut vous parler une minute? Et j'ai dit: bien sûr, madame. Et voilà. Et la mère me dit: je tiens à vous dire, madame, monsieur, je suis musulmane. Ça fait 40 ans que je vis en France. Vous avez tout à fait raison. La religion, c'est dans le privé. On n'a pas à s'afficher, on n'a pas à avoir une fille voilée dans la rue, on n'a pas à montrer sa religion dans la rue. C'est vous qui avez raison et on a voté pour vous. Et on a pris des photos, évidemment, comme on fait maintenant rituellement, mais c'est pour vous dire qu'il y a des musulmans qui ont vécu la France des années 60-70, qui ont très bien connu cette France authentiquement républicaine pour le coup, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire la France de l'assimilation et de la discrétion des religions. Moi, je vais vous dire, je suis de confession juive. Quand j'étais petit, qu'on allait à la synagogue, on mettait la calotte sur la tête. On disait, d'ailleurs, ça va vous amuser, je fais toujours cette réflexion-là, on disait calotte en français et non pas kippa comme aujourd'hui. Vous voyez ce que ça veut dire, les mots ont une importance. Et ma mère, dès qu'on sortait de la synagogue, elle m'attrapait comme ça, je la revois, la pauvre, elle m'attrapait, elle me disait, tu m'enlèves ta calotte tout de suite. Mais le monde a changé. Non, mais il change en mal. La France, c'est l'assimilation. C'est le fait qu'on ne doit pas montrer... Je vais vous dire pourquoi. Pour ne pas choquer les gens qui ne sont pas de cette confession. Une kippa n'est pas dérangeante, un voile n'est pas dérangeant. C'est autorisé dans l'espace public. Vous dites les signes religieux, c'est autorisé dans l'espace public. Non. Ça ne devrait pas vous déranger. Non, ce ne l'était pas. Si vous voulez, le principe même de la République et de la laïcité à la française, c'est que l'espace public est absolument neutre et que les gens peuvent s'y balader sans se poser la question de savoir si madame croit en Dieu ou pas, ou si vous êtes de religion bouddhiste ou n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça l'espace public à la française, c'est ça la République. Et donc, aujourd'hui, on ne respecte plus ça. Moi, je me bats pour ça. Je ne crois pas que ça choque
des musulmans qui ont compris ça, c'est tout. Donc, quand je vous dis il y a un problème de vote massif, c'est le vote massif qui m'importe. Mais si, c'est important. C'est important parce qu'il coalise des gens sur leur religion. Et il le fait exprès. Alors, conviction. Alors s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps. Éric Zemmour, je voudrais vous poser une question. C'est quoi le plus dur, le monde de la télévision, les mondes de médias ou le monde de la politique? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Si vous voulez, quand on est dans le monde de la politique, on a une élection et on a des électeurs. Et donc, il faut faire attention à ce que pensent tous les électeurs. C'est ça qui est le plus difficile. Et on est sous la pression des adversaires, c'est bien normal, qui attendent la moindre de vos bévues, etc., et des médias. Donc en fait, c'est beaucoup plus dur la vie de la campagne, une campagne présidentielle. C'est pas la vie politique en soi qui est plus dure, c'est la campagne présidentielle. Je pense que la campagne présidentielle, d'ailleurs, c'est unique avec le système américain. J'ai coutume de dire, De Gaulle nous a légué un truc fou que lui, d'ailleurs, il n'a jamais expérimenté puisque en 65, il s'est bien privé de faire campagne et qu'il est sorti de sa boîte au second tour. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très dur, une campagne présidentielle. Il n'y a pas plus de bâtards en politique qu'en médias. Dans les médias, non mais c'est vrai. Non, donc, voilà, c'est kiff-kiff. Je réserverai ma réponse. Okay. Je crois que je l'ai. Éric Zemmour, pour finir, vous avez fait quelle époque? Tiens, samedi soir avec Léa Salamé. Vous leur avez fait un record d'audience, donc ils vont vous réinviter. Vous voyez ou pas? Et il y a une séquence où ils font avec des visages. En fait, et j'ai appris par une info de quelqu'un qui vous avait montré mon visage. Oui, c'est vrai. Et qu'ils l'ont coupé au montage. C'est le seul qu'ils ont coupé au montage. Oui, c'est vrai aussi. Oui, c'est fou. Non, mais c'est le seul. Non, mais parce que je vais vous dire quelque chose. Mais non, je vais le refaire. Vous allez redire ce que vous avez dit. Je vais mettre ma tête et puis vous dites ce que vous avez dit. Comme ça, au moins, je vais leur redonner pour la semaine prochaine. Oui, c'est la question. Bah oui. Alors, je vais vous dire ce que je vous disais, parce que ça va vous faire plaisir. Je vous connaissais assez peu. Bah, on se connaissait même pas du tout, on s'était jamais vu. On s'est rencontrés sur le plateau. Exactement. Je regardais peu cette émission, je regarde peu la télévision en général d'ailleurs. Voilà. Et j'ai trouvé, et c'est ça peut-être qui les a agacés, je pense, que vous vous étiez bien débrouillé. Moi, je suis journaliste politique, donc je me permets de juger en professionnel. Je trouve que franchement, vous vous êtes très bien débrouillé. Je le dis d'ailleurs partout. Je trouve que vous animiez bien vos débats politiques, que les questions étaient dignes d'un journaliste politique, et donc je vous félicitais pour cela. Peut-être que... donc on peut monter. Je peux le comprendre. On peut le comprendre. J'ai eu tort. J'aurais dû vous taper dessus. Mais c'est ça, bah oui. Là, je serais resté. Vous voyez ou pas? J'ai pas été mal, encore une fois. Bah oui, voilà. Merci. Éric Zemmour, je n'ai pas dit mon dernier mot.